Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Émilie Bilan, qui est professeure de sociologie à Sciences Po à Paris. Elle vient aujourd'hui nous présenter son dernier livre, son plus récent ouvrage intitulé Parents en quête de droits, minorités de sexualité et de genre d'un continent à l'autre, avec une magnifique couverture, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et on a aussi le plaisir d'accueillir avec nous pour la discussion qui va suivre cette présentation Joanne Clouet, qui est professeure de droit à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Et ses recherches portent sur le droit de la famille et sur le droit de la personne. Donc, merci beaucoup, Joanne, aussi de te joindre à nous. On va se réserver évidemment du temps pour des discussions après. Donc, la présentation et la discussion vont durer environ 1 heure. Et ensuite, il y aura des échanges avec la salle et les gens qui sont avec nous aussi en ligne. Je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup Hélène pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment très contente d'être ici. Donc moi je vais commencer effectivement par remercier le partenariat qui m'accueille non seulement pour cette conférence midi aujourd'hui, mais en fait pour un séjour de recherche de 2 semaines à Montréal. Et donc j'ai beaucoup de plaisir à être ici. Donc merci Hélène, merci Maud à distance et puis merci Simon pour toute l'organisation. L'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui porte sur 3 contextes nationaux, dont le Québec, la France et le Chili également. Mais donc, c'était particulièrement important pour moi de pouvoir revenir à Montréal. Je serai aussi à Trois-Rivières la semaine prochaine pour voilà, parler avec des personnes qui sont directement concernées du point de vue de leur contexte national, voir leur expérience personnelle et familiale par les enjeux dont je parle. Alors pour me présenter rapidement, donc effectivement je suis sociologue, un peu aussi politiste. J'ai passé un peu ma vie entre ces 2 disciplines pour l'instant, et ça fait maintenant plus de 15 ans que je travaille sur le droit, la famille et leur contribution croisée à la production et à la reproduction des inégalités. Inégalités à propos desquelles je développe une approche intersectionnelle, c'est-à-dire centrée sur l'imbrication entre plusieurs rapports sociaux, principalement la classe et le genre d'abord, sans oublier les processus de racialisation. Et puis dans la recherche que je vais vous présenter aujourd'hui, une complexification de la notion de genre, je vais y revenir, et puis les enjeux de sexualité, évidemment. C'est des recherches que j'ai démarrées à la toute fin des années 2000 en France, mais il se trouve qu'en 2010, j'ai été recrutée à l'université Laval et donc assez rapidement, en fait, ces recherches se sont étendues au Québec. Et donc voilà, j'ai publié un certain nombre d'ouvrages précédents, celui que vous avez entre guillemets entre les mains. Avant celui-ci, c'était des ouvrages qui portaient sur les séparations conjugales de couples de sexes différents, donc présumés hétérosexuels, présumés cis. Et c'était des recherches déjà comparatives entre la France et le Québec, qui portaient à la fois sur ce qui se joue dans les tribunaux et ce qui se joue en dehors des tribunaux, notamment dans les cabinets ou les bureaux d'avocates et d'avocats, mais aussi du côté du système socio-fiscal, de Revenu Québec, par exemple, ici, s'agissant de la perception automatique des pensions alimentaires. Mais c'était des recherches qui étaient surtout menées du côté des professionnels du droit, des juges de la Cour supérieure en particulier, des avocates et avocats. Et il y a maintenant près d'une dizaine d'années, c'est en l'été 2017 que j'ai élaboré le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ça prend du temps de se concrétiser tout cela, mais enfin je suis bien contente que ça ait abouti. Je me suis dit que ça faisait maintenant plusieurs années que je travaillais sur l'hétérosexualité parentale et conjugale. Non pas que j'en ai fait le tour, mais que, en tout cas, voilà, il y avait un certain nombre de forces d'inertie, notamment du point de vue des inégalités femmes-hommes, qui me donnaient envie, y compris d'un point de vue personnel, d'aller voir ailleurs. Et il se trouve que j'avais suivi, comme je le raconte dans les 2 premiers chapitres du livre, un peu par hasard, entre guillemets, dans la masse des couples de sexes différents qui se séparent, j'avais pu rencontrer ou observer au tribunal des couples qui ne s'inscrivaient pas dans cette hétérosexualité conjugale et ça m'avait beaucoup intriguée. Par ailleurs, pour l'anecdote, vous n'ignorez pas qu'en 2013 est passée en France la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe, qu'on appelait la loi du mariage pour tous. Mais moi, à cette époque-là, je vivais pas en France, je vivais au Québec. Et étant française, j'étais interpellée par plein de gens au Québec qui me demandaient pourquoi il y avait autant d'opposition à cette loi. Et j'arrivais pas à comprendre. Donc voilà, c'était une forme d'énigme en fait que j'ai essayé d'élucider progressivement. Et c'est comme cela qu'a émergé ce projet qui déplace le point de vue du centre
de la majorité vers les marges, avec cet objectif d'interroger le centre à partir des marges. Et cela supposait aussi de changer un peu le point de vue, je vais y revenir un peu plus tard quand je parlerai de méthodologie, certes de continuer à travailler sur les professionnels du droit, mais de recueillir en premier lieu et avant tout le point de vue des personnes concernées et des parents. Alors, pour avancer un tout petit peu, voici donc quels étaient les principaux objectifs et questions de recherche que je cherchais à adresser et dont je rends compte dans ce livre. Donc, le point de départ est de dire que le droit et la famille, et de manière imbriquée via le droit de la famille, ont contribué de manière centrale à la marginalisation des personnes qui s'écartent de l'hétérosexualité et ou de leur catégorie de sexe initial, les personnes qu'on appelle trans ou non-binaires. On le sait, d'une part, les personnes LGBT+, ont longtemps été et sont encore régulièrement exposées à des formes d'hostilité, d'ostracisation, voire de violence de la part de leur propre famille. Elles ont aussi longtemps été empêchées de faire famille dans les formes reconnues comme légitimes et légales dans leur société. Or, on sait aussi que le droit de la famille s'est beaucoup transformé dans les dernières décennies, depuis le déclin du mariage jusqu'au développement des moyens de contraception, jusqu'au droit visant en particulier les couples de même sexe. Et donc, mon objectif, c'était d'analyser cette dynamique de changement social, changement juridique, changement politique et social, en partant de l'idée que les catégories juridiques et les liens familiaux construisent, différencient et hiérarchient les groupes sociaux. Et donc, dans cette recherche, je montre à la fois une grande inertie de nos normes, de nos modèles familiaux à travers ce que j'appelle la matrice de la parenté. Je développerai ce concept dans quelques minutes. Mais je montre aussi que ces normes, elles sont discutées, transgressées, elles font l'objet de résistance et donc ça bouge aussi. Donc, l'idée, c'était vraiment de regarder ces mécanismes de tension, de transformation à l'intérieur de cet espace normatif, somme toute encore très contraignant pour beaucoup de personnes. Donc, du point de vue des questions, mon analyse s'inscrit avant tout dans la discipline sociologique et cherche à comprendre comment la reconnaissance de droits parentaux affecte les processus de minorisation fondés sur le genre et la sexualité. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de déminorisation ? Qu'est-ce que ça voudrait dire quand on a été longtemps minorisé au regard de son genre et de sexualité, en particulier dans la sphère familiale? Est-ce que acquérir des droits familiaux et conjugaux et parentaux, ça peut amener ce que j'appelle une mobilité statutaire ascendante ou une ascension statutaire, si vous le voulez. Pour qui ? Pourquoi ? Dans quelles conditions ? Puisque l'objectif de cette recherche, c'est aussi d'analyser l'hétérogénéité interne à cette catégorie large, en fait, que je résume à partir de l'acronyme LGBT+, mais vous l'avez en tête, je pense qu'il y a une hétérogénéité très forte en interne, du point de vue du genre, de la sexualité, mais aussi de la classe, mais aussi de l'origine et des processus de racialisation qui ont un impact sur ces processus de reconnaissance des droits. Donc ça, c'est la première question centrale. La deuxième question porte plus sur les normes relatives à la parenté, au genre, à la sexualité. Dans quelle mesure cette reconnaissance des droits, elle transforme ces normes dominantes? Est-ce qu'elle déplace les marges et est-ce qu'elle reconfigure le centre? Voilà un peu les questions que je souhaite poser. Alors ça suppose évidemment de construire un cadre théorique, donc je ne vais pas être trop longue sur les concepts, mais ça me paraît quand même intéressant et important de vous en dire un mot. Donc il y a deux concepts principaux dans cette recherche. Le premier est celui de statut social, que je reprends pour le coup à une tradition sociologique très établie depuis le début du XXe siècle. Le deuxième, pour le coup, l'expression est la mienne, même si je m'inspire évidemment de philosophes en particulier, je vais y revenir. Le deuxième concept, c'est celle de matrice de la parenté. Donc, statut social, pour celles et ceux d'entre vous qui ont fait de la sociologie, vous savez que c'est un concept qui vient de Max Weber, qui parlait de groupe de statut, pour définir avant tout ce qu'on peut appeler la dimension symbolique de la stratification sociale. Les mots-clés qu'il associe au groupe de statut, c'était de type prestige, considération. Donc moi, c'est ce que j'appelle la dimension symbolique du statut social. Et Max Weber, il analysait de manière différenciée en fait la classe sociale fondée sur une dimension économique et le statut fondé plutôt sur ces dimensions symboliques. Donc à la fois je m'inscris dans une filiation weberienne et en même temps je m'en détache, puisque si j'emploie statut social, c'est bien dans ce double sens
de dimension matérielle et symbolique du statut social. Donc, je m'explique. Il y a un certain nombre de personnes qui considèrent que les droits LGBT relèvent du symbolique. Ça, on l'entend régulièrement. On peut entendre que c'est de l'ordre de l'identité, de la reconnaissance. Et c'est pas faux. Il y a une dimension effectivement symbolique dans cette reconnaissance. Mais moi, je veux insister sur le fait que cette reconnaissance, elle a aussi un impact très matériel. Pouvoir se marier, effectivement, on le sait que ça ouvre certains droits économiques, certains devoirs économiques aussi. Être légalement le parent de son enfant, ça permet d'avoir un congé parental, ça permet d'avoir accès à des prestations sociales. Donc mon propos, c'est vraiment d'analyser à partir du concept de statut social comment ces dimensions matérielles et symboliques de la stratification sociale, elles s'articulent. Et parfois, elles sont articulées, parfois, elles sont disjointes. Il y a des personnes qui disposent d'une dimension, mais pas de l'autre, ou moins de l'autre. L'intérêt aussi de la dimension de statut social, c'est que ça a à la fois une dimension individuelle et très collective. Et là, mon propos en sociologie de la famille, c'est de dire qu'en fait, on ne peut pas analyser la stratification sociale de manière strictement individuelle. Alors bien sûr, j'ai lu dans la presse que le recensement canadien de 2026 venait d'être lancé. Vous savez, on le remplit à l'échelle du ménage, des personnes qui partagent le même domicile, mais on identifie bien des personnes différentes dans chaque domicile. Donc dans le langage courant, on peut dire j'ai un métier, j'ai tel type de revenu, etc. Et bien sûr, cette position, elle est en partie individuelle. Mais je veux insister sur le fait que notre position sociale, elle dépend aussi beaucoup de liens collectifs, et en particulier des liens familiaux, des liens que nous entretenons avec nos apparentés, nos parents, nos enfants, des apparentés plus larges. Par exemple, les études économiques montrent qu'on n'a pas la même position sociale, qu'on n'a pas le même pouvoir d'achat selon qu'on vit seul ou à deux dans un même logement, par exemple. Donc, je voudrais insister sur cette dimension collective, mettre en avant le fait que les liens familiaux qu'on a ou pas, qui sont ou pas reconnus par autrui, pèsent sur notre statut social individuel. Et je voulais insister aussi sur le fait que la perception par autrui de notre statut familial pèse dans ce statut social. Donc, vous l'avez compris, je pense, dans la phrase précédente, le statut social, c'est quelque chose qui est en partie interpersonnel. C'est est-ce que je t'identifie pour qui tu es? Est-ce que je te valide pour qui tu es? Est-ce que je te valorise éventuellement pour qui tu es? Et cette dimension interpersonnelle, elle est très importante dans les interactions quotidiennes des personnes minorisées. Je vais parler, moi, de genre et de sexualité, mais si je parlais de handicap, si je parlais de race, j'aurais le même type de raisonnement. Par exemple, nous sommes deux femmes, nous nous promenons au parc avec la poussette dans laquelle nous poussons notre bébé. Sommes-nous identifiés a priori comme un couple ou sommes-nous identifiés plutôt comme des amis, comme des sœurs? Voilà, typiquement, ça va être plutôt la deuxième hypothèse qui va être validée en général du fait de la présomption d'hétérosexualité. Et on voit donc que cette dimension interpersonnelle du statut social, relativement informelle, elle compte dans la manière dont on est perçu par autrui, dans la manière dont on se perçoit soi-même. Mais évidemment, et là je rejoins Max Weber, parler de statut, ça a une dimension très institutionnelle, très officielle. Simone de Beauvoir, dans le IIe siècle, par exemple, parlait du statut systématiquement dévalorisé des femmes. Et là, elle faisait référence au fait qu'en 1949, quand elle écrit cet ouvrage, à peu près partout dans le monde, les femmes ont un statut juridique inférieur à celui des hommes. Et donc, évidemment, la notion de statut, elle permet aussi de penser cette dimension institutionnelle, officielle du statut social, et dans mon cas, à travers l'impact du droit, et du droit de la famille, plus précisément du droit de la filiation, mais aussi du droit des séparations conjugales dans la définition du statut social. Dernière dimension de ce concept, vous voyez qu'il y a beaucoup à déployer, c'est la dimension temporelle, en fait. Dans les exemples que j'ai pris à l'instant, on va au parc, est-ce qu'on est deux sœurs ou est-ce qu'on est deux conjointes? On est dans le statut social présent qui s'éprouve ici et maintenant. Mais le statut social, c'est aussi une affaire de projection dans le futur. Et le droit de la famille, il fait ça beaucoup. Il nous inscrit dans des liens entre personnes de la même génération, les conjoints, conjointes, mais aussi entre générations, entre les parents et les enfants qui nous projettent dans l'avenir. Typiquement, quand on n'a pas de statut légal vis-à-vis de ses enfants, c'est beaucoup plus facile d'en être privé. En cas de maladie, en cas de décès, en cas de séparation d'avec le parent qui a, lui ou elle, un statut légal. Donc, le droit, il permet, dans une certaine mesure, tout dépend de quel droit on parle, évidemment, tout ça mériterait d'être beaucoup nuancé, mais en tout cas, il peut sécuriser des parcours et il peut permettre une projection plus sereine dans l'avenir. Donc ça, c'était le premier concept qui manque donc en sociologie de la stratification sociale. C'est bien de cela dont on parle, à l'articulation
de la classe, du genre, de la sexualité et des processus de racialisation, je construis ce concept de statut social. Le deuxième concept est celui de matrice de la parenté, que je définis comme le système de normes qui produit la dichotomie entre femmes et hommes à partir des corps, des désirs et des relations familiales légitimes et valorisées. Autrement dit, et je présente ici le tableau qui est présent aussi dans le livre dans lequel je présente cette matrice. Ici, mon entrée principale est de dire, d'une part, que l'on ne peut pas penser le genre et la sexualité sans penser la parenté, et réciproquement, que l'on ne peut pas penser la parenté sans penser le genre et la sexualité. Donc, si vous connaissez un peu la littérature queer, vous avez en tête que le terme de matrice, il est directement repris de Judith Butler du concept de matrice hétérosexuelle qu'elle a introduit en 1990 dans Gender in Trouble, trouble dans le genre. En fait, Judith Butler n'a pas strictement inventé la matrice hétérosexuelle. On en retrouve des traces chez Michel Foucault dans Histoire de la sexualité en 1975. Bref, que nous dit Foucault? C'est assez parlant à l'époque. Il élabore beaucoup moins que Butler, mais quand même. Il nous dit « La société nous divise en deux colonnes. La colonne des femmes et la colonne des hommes. » Alors, moi, j'ai changé le tableau, j'ai inversé. Là, c'est des lignes, les femmes et les hommes, mais vous excuserez ce changement géométrique, peu importe. Ce qui est important ici pour moi de comprendre, c'est qu'on est dans un système très binaire. Donc, on va voir que ça a un impact du point de vue des personnes qui ne s'identifient pas à l'une ou l'autre de ces catégories. C'est en soi un facteur de marginalisation qui construit l'humanité autour de ces deux catégories, autour de ces deux classes de sexe, pour reprendre le vocabulaire de féminisme matérialiste, hommes et femmes. Et pour penser chez chacune de ces deux catégories, il faut appréhender à la fois la dimension corporelle du genre, la dimension sexuelle du genre et la dimension familiale, inscrite dans la parenté du genre. Donc en gros, si vous regardez les trois premières colonnes sur cette diapositive, vous voyez corps, sexe, sexualité. Ça, c'est une reprise quasi directe de la matrice hétérosexuelle de Judith Butler, qui insiste beaucoup sur le fait que pour être situé au centre, il faut être aligné du point de vue de ces trois caractéristiques, avoir une anatomie qui nous identifie soit comme un homme, soit comme une femme, avoir un sexe au sens juridique, une mention de sexe à l'état civil, qui nous identifie là aussi comme masculin ou féminin, et d'autre part avoir une sexualité hétérosexuelle, un désir strictement orienté vers les femmes quand on est un homme, et vice-versa. Donc cet apport, il est très important, et en particulier, il est très important pour moi qui prend au sérieux le droit, puisque, en l'occurrence, la catégorie de sexe, vous voyez que je la définis ici strictement comme une catégorie juridique, mais qui est évidemment arrimée à des caractéristiques corporelle et arrimée aussi à des attentes en termes de sexualité, ce que j'appelais tout à l'heure la présomption d'hétérosexualité. Mais comme je travaille sur la famille, en fait, ces trois piliers, moi j'emploie le terme de pilier parce que je trouve que c'est assez compréhensible. Il n'y en a pas dans cette pièce, mais vous voyez que dans les pièces où il y a des piliers, on voit que ça tient, c'est solide. Bon, ces trois piliers, en fait, ne suffisent pas quand on fait de la sociologie ou de l'anthropologie de la famille. Donc j'en rajoute 4. Et j'en rajoute 4, ceux de droite là sur la diapositive, en m'inspirant des apports des anthropologues et des sociologues de la parenté, en particulier Gary Rubin, David Schneider et Florence Weber. Donc, les trois contextes nationaux que j'étudie, je vais y revenir dans un instant, la France, le Québec et le Chili, s'inscrivent tous, au moins pour ce qui est de leur société blanche, non autochtone, dans le système euro-américain de parenté, qui articule de manière centrale conjugalité et parenté. D'accord ? Donc la première colonne, enfin la quatrième ici, c'est le couple autour de l'institution du mariage. Et ensuite viennent trois piliers qui en fait renvoient au rapport entre des parents et des enfants. On retrouve le corps autour de la procréation. On retrouve le droit avec la filiation, dont ici j'ai une définition juridique, qui est officiellement désigné comme le père ou la mère d'un enfant. Et on a ensuite ce que la sociologue et anthropologue Florence Weber appelle la parenté pratique, c'est-à-dire la manière concrète dont on exerce son rôle de parent au quotidien et la manière dont cette parenté pratique est aussi bornée par le droit, en particulier dans les cas où les parents se séparent,
Dans le langage courant, il me semble qu'aujourd'hui, on appelle ça la parentalité, donc d'où le fait que je reprenne ce terme, même si pour moi, le concept exact est parenté pratique. Donc, vous avez ici un tableau qui peut paraître très compliqué, très complexe, et en fait, cette complexité, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Justement, comme on a ce genre binaire, hein, organisé autour de l'hétérosexualité, autour de la sous-division entre féminin et masculin, ça va supposer aussi que cette binarité, elle va concerner la famille. Hein. C'est l'institution du couple, hein, et donc les configurations polyamoureuses, typiquement, ne rentrent pas dans cette configuration-là. Ça veut dire qu'on doit être deux parents de l'enfant, le père et la mère, que donc les configurations à la fois pluriparentales, mais aussi uniparentales, hein, les personnes qui font famille en solo, sont aussi marginalisées par cette matrice. Donc vous voyez que cette matrice, elle marginalise en particulier les personnes LGBT, mais pas que. Hein. Elle a aussi un implicisme validiste, par exemple, si on veut parler du rapport social de handicap, puisque mettre à ce point l'accent sur l'engendrement biologique des enfants, hein, exclut aussi un certain nombre de personnes de ces positions centrales. Et puis par ailleurs, cette matrice, elle est dynamique. Alors évidemment, là, je vous la présente sur une image. J'ai pas fait ça très compliqué. J'aurais pu afficher les choses au fur et à mesure. Donc, ça peut vous donner une impression très plate, très figée, mais en réalité, c'est pas ça. Cette matrice, elle est le produit d'une histoire très longue. Hein, il faudrait parler de l'inspiration qu'a constitué le Code Napoléon pour le Code civil du Bas-Canada. Il faudrait parler de l'inspiration qu'a constitué le Code Napoléon pour le premier Code civil chilien après les indépendances. Donc voilà, de la dimension coloniale en fait aussi de ce système de parents. Mais j'insisterai ici surtout sur les transformations récentes. Hein, évidemment, quand je mets dans la colonne coupe mariage, ça peut vous paraître un peu abusif dans une société dans laquelle plus des 2/3 des enfants naissent hors mariage. Donc, dans les 50 dernières années, on a eu des transformations fortes, des normes relatives au couple et à la famille. Je l'ai indiqué tout à l'heure, il n'est plus nécessaire d'être marié pour former un couple, mais la norme conjugale reste néanmoins très forte, et par ailleurs, on a encore des droits et devoirs, en particulier économiques, différents, selon qu'on est marié ou pas marié. On a déconnecté en partie hétérosexualité et procréation, du fait des moyens de contraception, de l'avortement. Et néanmoins, c'est toujours engendré en couple qui est la forme la plus légitime pour devenir parent. Donc, j'essaie de comprendre à partir des personnes LGBT quelle résistance, là je reprends le vocabulaire de Foucault, hein, s'il y a pouvoir, et la matrice c'est une forme de pouvoir, il y a aussi résistance, et donc transgression, et donc agentivité, et donc créativité. Donc, dans la ligne transgression, j'ai mis un certain nombre de formes de non-conformité à cette matrice, mais dans la ligne suivante, transformation, hein, je montre aussi comment, de manière variable d'un contexte à l'autre, hein, la matrice se transforme, notamment par des changements juridiques. Alors, d'un point de vue méthodologique, j'en arrive aux questions plus méthodologiques maintenant, comment j'ai procédé ? D'abord, il faut avoir en tête, je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette recherche, elle s'est étalée sur plusieurs années. J'ai élaboré le projet en 2017, mais en réalité, elle a commencé véritablement fin 2018, début 2019. Mais bon, ça fait quand même quelques années jusqu'à 2026. Je n'ai pas travaillé seule, hein, j'ai travaillé avec plusieurs collègues et personnes étudiantes, et en particulier s'agissant du volet québécois de l'enquête, je dois particulièrement remercier ici Kevin Lavoie et Joanie Bouchard qui ont joué un rôle important dans cette recherche-là. L'objectif était de croiser plusieurs points de vue et plusieurs sources. Donc, vous voyez que nous sommes parvenus à réaliser quand même un grand nombre d'entrevues, d'entretiens, surtout avec des parents. En termes de nombre, les parents sont les plus nombreux et sans surprise, ce sont les femmes cis, les couples de femmes ayant plus souvent des enfants que les couples d'hommes, évidemment, qui sont les plus nombreuses. Mais on a aussi intégré les parents trans et non binaires, ce qui est encore relativement peu fréquent. Il y a beaucoup plus de travaux qui portent évidemment sur les couples de même sexe que sur les parents trans et non binaires. Et toujours dans cette idée d'appréhender les expériences ordinaires du droit, hein, pour les personnes qui connaissent, c'est un courant important, notamment aux États-Unis, qui s'appelle Legal Consciousness Studies, qui étudie la place que le droit occupe dans la vie quotidienne. L'idée, c'était de donner la parole avant tout à ses parents, mais de croiser leur point de vue et leur expérience avec celui des professionnels du droit, et dans une moindre mesure avec celui des militantes et des militants. Donc, source orale par les entretiens, mais aussi source écrite. Moi, ça fait très longtemps que je fais ça, du coup, faisant de la sociologie du droit, notamment dans les tribunaux, travailler à partir de dossiers judiciaires, avec cette particularité peut-être par rapport aux juristes, de travailler sur des dossiers judiciaires de personnes que j'ai effectivement rencontrées.
hein, donc de pouvoir observer comment ils et elles mettent dans leurs propres mots leur expérience de la justice éventuellement, et puis de regarder comment dans la matérialité de la procédure judiciaire, ces expériences s'articulent. Il s'agit parfois de parents, parfois aussi de professionnels qui nous ont donné accès à des dossiers dans lesquels ils étaient impliqués. Mais je voudrais ici quand même vous mettre le doigt sur le fait que tous les parents rencontrés n'ont pas fait de procédure judiciaire. Loin de là. Hein, l'idée, c'était de travailler sur le recours aux tribunaux. Quels sont les parents qui vont saisir des tribunaux pour faire valoir leurs droits? Mais on sait aussi, ça a été bien documenté, notamment par un historien américain, Rivers, qui a travaillé sur les parents LGBT dans la deuxième moitié du XXe siècle, années 50, années 80, qui montrait qu'en fait, il y avait un très fort non-recours aux tribunaux, du fait de la peur de la sanction judiciaire. Et en fait, cette crainte de la sanction judiciaire n'a pas disparu, même si on est au XXIe siècle. Et donc, l'idée, c'était de travailler à la fois sur le recours et sur le non-recours. Et puis, de travailler finalement à partir d'un troisième type de source, écrite, iconographique, qui renvoie à la question de la visibilité. C'est une question centrale et complexe en même temps des mouvements LGBT des dernières décennies. Vous le savez évidemment, notamment avec les marches des fiertés, mais aussi aujourd'hui avec les usages des médias sociaux, par exemple, où un certain nombre de parents visibilisent leur expérience, utilisent ces médias sociaux pour être en contact avec d'autres parents quand ils ou elles sont isolés dans leur espace d'interconnaissance immédiat. Et donc voilà, j'ai voulu travailler sur ces enjeux de visibilité, de visibilisation, mais aussi de discrétion, hein, à partir de ces expressions médiatiques et de documents militants. L'autre choix que j'ai fait dans cette recherche, je vous l'ai déjà dit, mais je précise ici un petit peu le cadre, c'est de travailler sur différents États. 3 en l'occurrence, à la fois en Europe, la France, et dans les Amériques, du Nord, le Québec au sein du Canada, du Sud, le Chili. Alors, ce choix, il est guidé à la fois par l'intérêt que j'ai eu depuis maintenant 15 ans à travailler en comparaison internationale entre la France et le Québec, mais aussi par ce qui m'apparaissait comme un impératif lié à l'objet. Les droits LGBT, vous le savez, c'est un des enjeux de ce qu'on peut appeler la politique mondiale. Facteur de clivage, de tension, de recomposition à l'échelle continentale comme à l'échelle planétaire. Et ces dynamiques de reconnaissance des droits, aujourd'hui, il y a une quarantaine de pays qui permettent aux couples de même sexe de se marier, par exemple, de par le monde. Eh bien, je trouvais important de l'appréhender dans une recherche fondée sur des enquêtes de terrain. Alors évidemment, je ne pouvais pas traiter des 40 pays concernés, mais j'en ai choisi 3. Et en particulier, ce qui surprend toujours les personnes, c'est que je me sois intéressée au Chili. Voilà, c'est des questions en partie conjoncturelles liées au fait que j'ai une collègue d'origine française, mais qui vit au Chili depuis plus de 10 ans, qui s'appelle Jeanne Hersan, qui fait aussi de la sociologie du droit et qui était intéressée à travailler avec moi sur ce pays. Mais voilà, l'idée, c'était aussi très naïvement que j'avais l'impression de connaître l'Amérique du Nord et que je ne connaissais pas l'Amérique du Sud. Donc, c'était rester sur le même continent avec une tradition juridique civiliste, avec un poids en transformation, mais quand même historiquement central de la religion catholique, hein, et de regarder comment ces processus de changement ils interviennent selon des temporalités variables et selon des intensités variables d'un contexte à l'autre. Donc ici, je vous ai fait une rapide chronologie comparative entre les 3 États. Voilà, si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance pendant que je parlais, je pense que ça correspond probablement à vos prénotions aussi, hein. Vous savez que vous vivez dans un des États qui a le plus précocement reconnu ses droits. Vous avez probablement en tête que le Chili, en revanche, a longtemps criminalisé l'homosexualité jusqu'à la veille du XXIe siècle, et que des 3 États concernés, c'est celui qui a le plus récemment permis le mariage entre personnes de même sexe. C'était une loi qui est entrée en vigueur en mars 2022. Mars 2022, c'est au moment même de mon enquête. Donc ça, c'était aussi intéressant, en fait. C'est au Chili que j'ai le plus vu le droit en train de changer pendant l'enquête. Et puis la France, a priori, figure comme une sorte de cas intermédiaire, à la fois avec une certaine antériorité. Hein, vous voyez, 1999, France, création du pacte civil de solidarité. À l'époque, il n'y avait pas encore l'union civile au Québec, c'est venu 3 ans plus tard. Ceci dit, le PACS, comme on l'appelle, est beaucoup plus éloigné du mariage que de l'union civile. Il reconnaît en fait assez peu de droits. Mais voilà, donc la France relativement précoce à la fin du XXe siècle, mais
avec des droits qui ensuite évoluent vraiment lentement, petit à petit, non sans beaucoup de controverses, de piétinement. Hein. Et donc voilà, c'était le point de départ, c'était cette idée-là. Le Québec, entre guillemets, précurseur. Le Chili plus tardif que les autres, la France intermédiaire, mais évidemment l'enquête de terrain et la temporalité qui se déroule pendant l'enquête ont amené à revoir ce classement un peu simple de départ. Et surtout l'idée ici, c'était aussi de discuter et de remettre en cause la dichotomie, parfois trop souvent postulée, entre Nord global et Sud global. Alors le Chili est un pays particulier au sein du Sud global, hein, c'est un des pays les plus riches de cette catégorie. Il est membre de l'OCDE depuis plusieurs années maintenant, mais néanmoins, le PIB par habitant il est 3 fois inférieur à celui du Canada et de la France, donc il y a quand même un écart très important. Et puis par ailleurs, vous le savez probablement aussi, c'est un pays très inégalitaire, plus inégalitaire même que les États-Unis du point de vue économique, avec un gouvernement néolibéral, une constitution même néolibérale depuis plusieurs décennies, et ça a un impact évidemment, en particulier dans les questions d'accès aux techniques de procréation médicalement assistée. Donc, une fois qu'on a dit cela, il faut rappeler, parce que je ne l'ai pas précisé dans la diapo précédente, non, c'était encore avant ça et je ne l'ai pas dit, voilà, que pour travailler sur ces transformations des droits parentaux, c'est le bas de la diapositive, j'ai choisi de travailler principalement sur 2 enjeux. D'une part, la question de la filiation. Donc, j'ai déjà défini ce concept de filiation, hein, qui renvoie pour moi à la parenté légale, qui renvoie à une forme d'être parental, au sens juridique du terme. Et donc, j'ai travaillé sur la filiation des couples de même sexe, mais pas que. J'ai aussi travaillé sur la filiation des parents trans en particulier. Et j'ai aussi travaillé, quoique dans une moindre mesure, sur la pluriparenté, être parent à plus que 2 personnes. Mais j'ai aussi intégré la question des séparations parentales. Les séparations parentales permettent davantage que la filiation de travailler sur ce qu'on peut appeler le faire parental. Comment est-ce qu'on est parent au quotidien, ce que j'ai appelé à la suite de Florence Weber tout à l'heure, la parenté pratique. Et donc l'idée, c'était vraiment d'articuler ces 2 enjeux pour explorer différentes manières d'être parent au quotidien et différentes manières par lesquelles le droit encadre ces manières d'être parent. En matière de séparation, j'ai travaillé sur 2 configurations principales. D'une part, et on y reviendra parce que ça sera l'axe de discussion de Joanne tout à l'heure, les séparations de couples de même sexe, en particulier dans le contexte québécois. Un sujet qui est encore assez peu travaillé, particulièrement dans les contextes juridiques où les 2 parents ont une filiation équivalente. Et puis d'autre part, un sujet plus ancien pour le coup qui était très présent dans les mouvements lesbiens en particulier des années 70, mais qu'on a un peu oublié depuis, à savoir coming out et séparation. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait famille dans un cadre hétérosexuel et que l'un des partenaires dévoile ou est démasqué, entre guillemets, ou est supposé ne pas se conformer à l'hétérosexualité ou à la cis-identité fondatrice de leur famille. Voilà, donc c'est ces 2 dimensions des séparations que j'ai cherché à travailler. L'étude croisée des enjeux de filiation et de séparation permet aussi de regarder des configurations juridiques très différentes. En fait, quand on se sépare, typiquement dans un cadre conjugal, c'est un parent face à l'autre. Donc, c'est des oppositions, des conflits, des violences entre personnes privées que l'État, via les tribunaux, a éventuellement à arbitrer. D'accord ? Quand on est sur les questions de filiation, c'est pas du tout ça. Souvent, les parents de fait sont d'accord. Et au contraire, ils contestent devant l'État, et ils contestent le fait que l'État ne les reconnaisse pas comme parents. Donc, on a une toute autre configuration en termes de litige, où cette fois-ci, c'est des personnes privées contre l'État. Et donc, c'était intéressant d'avoir ces 2 enjeux différents pour regarder 2 formes de relations entre les citoyennes, les citoyens, le droit et les institutions de l'autre. Alors ça m'a amené à avoir un plan en 6 chapitres que j'ai résumés ici rapidement. En gros, à travers ces 6 chapitres, je regarde 3 configurations juridiques et familiales différentes. La première configuration est celle où les parents n'ont pas le droit de droit. C'est ce que j'ai appelé parents sans titre. Comment est-ce qu'on devient parent quand on n'a pas le droit de le devenir? Qu'est-ce que ça suscite comme tactique, souvent souterraine, infrajuridique, pour quand même réussir à avoir des enfants et pour quand même réussir à les élever? Dans cette configuration, j'inclus aussi la situation dans laquelle les parents ont des droits mais craignent de les perdre.
hein, c'est le premier chapitre. J'ai bien des droits établis, j'ai bien une filiation établie envers mon enfant, par exemple. Mais je ne sais pas et je suis outée à ce moment-là. Hein, il y a un risque de disqualification parentale. Je crains de perdre mes droits. Pour cette raison-là, qu'est-ce que je deviens? Donc ça, c'est la première configuration qui correspond, vous voyez, du coup, aux 2 premiers chapitres. L'autre configuration la deuxième configuration renvoie à une situation dans laquelle des personnes, individus, couples, mouvements sociaux, juristes qui les accompagnent, se mobilisent pour obtenir des droits inédits. Donc ici, le cœur de cette configuration, c'est le chapitre 3, de père ou de mère, couple en quête de droit. C'est le chapitre le plus judiciaire, j'allais dire, dans lequel on rentre vraiment dans l'activité des tribunaux pour changer le droit de la filiation. Et où on réfléchit aussi aux inégalités d'accès aux tribunaux, pas n'importe qui va se lancer dans ce type de procédure. Et puis la configuration, la dernière que j'analyse, c'est comment est-ce qu'on s'approprie de nouveaux droits? Qu'est-ce que ça change les droits dans la vie quotidienne? C'est en particulier le chapitre 4, s'approprier de nouveaux droits, une mobilité statutaire sous condition. D'accord? Et puis dans les chapitres 5 et 6, j'analyse les configurations qui sont les moins connues, les moins étudiées. Dans le chapitre 5, donc les séparations homoparentales, en particulier dans le contexte québécois, il y a eu quand même pas mal de travaux sur les séparations de couples de même sexe, mais dans un cas d'inégalité juridique, hein, notamment en France, où pendant longtemps, une seule des 2 mères, typiquement, avait un statut juridique, une filiation établie envers son enfant. On a pu montrer que ça la fragilisait beaucoup en cas de séparation. Mais au Québec, où en général les 2 ont le statut maternel reconnu dès la naissance, qu'est-ce que ça change quand elles se séparent? Hein, et ce que je montre dans ce chapitre, mais on y reviendra dans la discussion dans quelques minutes, hein, c'est que ces couples sont en quelque sorte exemplaires du point de vue des normes de coparentalité en particulier qui existent aujourd'hui au Québec. C'est des couples dans lesquels, après une séparation, il y a parmi les taux de garde partagés les plus élevés qu'on puisse observer. Hein. Mais il n'empêche que ces couples ont été exposés durant leur vie commune et une fois qu'ils sont séparés, d'une part à la présomption d'hétérosexualité, donc le fait de ne pas être identifié, comme je le disais tout à l'heure, comme un couple, et d'autre part ce que j'appelle la norme procréative, qui renvoie au pilier corporel de la matrice que je présentais tout à l'heure, à une valorisation différentielle de la mère qui a accouché et de la mère qui n'a pas accouché. Et du coup, cette différenciation procréative, elle peut être réactivée, elle ne l'est pas toujours, mais elle peut être réactivée dans le contexte des séparations. Et elle peut amener les avocates et les avocats, les juges, à se prononcer face à cette asymétrie procréative. Le dernier chapitre concerne les parents trans, et cette fois-ci, je me concentre sur le contexte français, parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé. Et c'est vraiment, ici, je me recentre sur les enjeux de filiation, dans un contexte où, contrairement au Québec, mais au Québec c'est quand même récent, hein, c'est le jugement Moore de 2021, acté par la loi en 2022, mais bon, en France, on n'a pas eu l'équivalent pour l'instant en tout cas. Donc en France, si vous transitionnez, vous pouvez effectivement changer de mention de sexe à l'état civil, vous pouvez passer de femme à homme, par exemple. Mais quand vous passez de femme à homme, vous ne passez pas de mère à père. D'accord? Et donc, il y a toujours une rigidité, en fait, du genre parental qui est très forte et qui contraint beaucoup les transitions parentales. Qui plus est, si vous êtes un homme à l'état civil et que vous accouchez, vous allez être désigné comme la mère de l'enfant. Et donc, on voit comment le pilier corporel, procréatif, l'assignation en particulier à la nature des personnes qu'on perçoit comme des femmes, parce qu'elles accouchent, est très forte. Alors, il me reste donc 3 minutes pour conclure et arriver aux principaux résultats de cette recherche. Avant quand même, parce que j'ai été très abstraite et très théorique, c'est pas si facile de faire le tour d'une recherche de 300 pages en une demi-heure. Je vous le promets, hein, si vous le lisez, vous verrez que je raconte plein d'histoires de parents, que c'est assez concret en fait, qu'on rentre dans la vie quotidienne. Mais bon, c'était pas la restitution que je vous en ai faite. Donc, je vous mentionne quand même un extrait d'entretien ici, qui est l'extrait par lequel s'ouvre le livre. Ici, je cite un homme que j'appelle Diego, qui est un professeur d'université chilien, trentenaire, qui est un homme cis et bisexuel, qui est en couple avec un autre homme cis depuis plus de 10 ans. Ces 2 hommes ont eu 2 enfants par grossesse pour autrui, des enfants portés par 2 de leurs amis. Donc, une grossesse pour autrui en partie médicalisée. Il y a eu un don d'ovocytes, mais très lié à leur relation d'interconnaissance, puisque les gestatrices sont leurs amies et les enfants ont des relations avec eux.
Alors, ce qui était intéressant dans le cas de Diego, c'est qu'on le rencontre en mai 2022. La date est importante ici, puisqu'on est juste 2 mois, comme je vous le disais tout à l'heure, après l'entrée en vigueur de la loi pour le mariage. Les enfants de Diego et de son conjoint, Juan, sont nés en 2019 et 2020, donc ils étaient déjà là. Et comme ils sont nés par une grossesse pour autrui, en fait, un des 2 hommes, Juan en l'occurrence, en est légalement le père. Les 2 femmes qui ont accouché de chacun des enfants sont légalement les mères des enfants, parce qu'elles ont accouché au Chili et que le Chili ne prohibe pas la GPA, mais ne le régule pas non plus, donc la femme qui accouche est la mère. Et la loi de 2022 ne remet pas ça en cause, en fait. La loi de 2022 ne dit rien sur la GPA. Et pourtant, regardez ce que me dit Diego et ce qu'il dit à ma collègue Jeanne Hersan. J'ai ressenti une sensation jusque dans mon corps, une sensation de passer de la non-reconnaissance de ma famille à sa reconnaissance. C'est comme cesser d'être dans l'ombre et devenir visible avec les mêmes droits que les autres familles. Et cela a entraîné un changement immédiat chez les gens. Les lois transforment nos façons de comprendre, de concevoir, d'obéir. Donc Diego est dans cette situation paradoxale où il a une appréhension extrêmement positive de la nouvelle loi. Ce qui renvoie en particulier à sa position de classe. Il est porté par ses ressources sociales, économiques, culturelles, à faire confiance dans l'État, à faire confiance dans la loi, par différence avec des personnes non blanches, des personnes de catégorie populaire. Ça renvoie aussi à son engagement militant. Il a milité pour la nouvelle loi et donc il reconnaît son apport, mais ça renvoie au-delà de ces caractéristiques très importantes au fait que la loi n'a pas seulement des effets sur les personnes qu'elle concerne directement, dont elle change directement le statut juridique. Ici, il faut revenir sur la phrase « Cela a entraîné un changement immédiat chez les gens ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Diego? L'aîné de ses enfants, à l'époque, il fréquente un jardin d'enfants, un CPE, dirions-nous ici, d'accord? Et en fait, dans ce CPE, dès l'entrée en vigueur de la loi, les formulaires d'inscription des enfants ont été changés. Contrairement au Québec, où il a fallu 20 ans, au passage. C'est-à-dire qu'on est passé à des termes non genrés pour désigner les parents. Et puis, par ailleurs, dans ce CPE, on ne fête plus la fête des pères et la fête des mères, on a 2 jours de fête de la famille. Et donc ça, c'est des changements qui ne sont pas, c'est pas écrit dans la loi, c'est pas obligatoire de faire cela, mais on voit comment dans ces petits signes de changement dans la vie quotidienne, ça me démontre pour lui l'impact du droit sur sa vie. Donc, je vais conclure là-dessus. Vous regarderez éventuellement les 3 diapositives de résultats si vous le souhaitez. Mais en tout cas, ce que j'essaie de comprendre dans cette étude, c'est comment les transformations du droit transforment le statut social dans un contexte, rappelons-le quand même pour terminer, où ces droits restent fragiles, menacés. On a bien sûr voisins du Sud qui vous donnent du fil à retordre comme l'ensemble de la planète, mais on a aussi le pape qui vient de rappeler à l'ordre l'Église allemande parce qu'elle bénissait les couples de même sexe. Donc on voit à quel point ces droits ils sont fragiles et contestés, alors même qu'ils ont un impact très significatif sur les personnes concernées. Voilà, je m'arrête là et je remercie par avance Joanne Clouet pour sa discussion. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être à mes côtés aujourd'hui. Plaisir d'être là. Merci, Émilie. Alors, juste avant de commencer, je vais juste vous dire qu'Émilie et moi, on se connaît bien. Alors, on va se tutoyer et puis on va s'appeler par nos prénoms. Alors, justement, je te remercie pour cette présentation qui, à mon sens, met en lumière des enjeux qui sont particulièrement riches et qui sont à l'intersection du droit, des normes sociales et des pratiques familiales. Donc, on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui en me laissant relativement carte blanche sur la manière de faire. Alors, je remercie les organisateurs et organisatrices pour cette opportunité. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de concentrer mon propos, comme le disait Émilie auparavant, sur le chapitre 5 de l'ouvrage qui est intitulé séparation homoparentale entre égalité juridique et normes procréatives. Donc, c'est un chapitre qui analyse la manière dont les rôles parentaux se réorganisent lors de la séparation des couples de mères au Québec. Et ce qui m'a particulièrement frappé à la lecture du chapitre 5, c'est que il ne se limite pas, ce chapitre, à documenter les trajectoires de séparation, mais il propose plutôt en filigrane une réflexion qui est beaucoup plus large sur les limites du droit comme outil de transformation sociale. Et plus précisément, le chapitre met en évidence un décalage fondamental entre l'égalité formelle, telle qu'elle est consacrée juridiquement, et l'égalité réelle, telle qu'elle est vécue au quotidien.
Alors, c'est autour de cette idée que j'aimerais structurer mon intervention en développant 4 points. Donc, le premier point, le droit comme cadre égalitaire. Le deuxième, la force persistante du biologique ou encore, comme Émilie l'appelle, la norme procréative. Troisième point, les séparations comme moment révélateur des inégalités. Et enfin, le quatrième point, le rôle ambivalent des tribunaux. Donc, une fois ces points terminés, je vais ensuite terminer ma présentation par quelques questions qui vous seront, qui vous sont présentées directement à l'écran. Alors, premier point, un droit égalitaire. Alors, le chapitre 5 met clairement en évidence que le Québec s'est doté d'un cadre juridique qui reconnaît la double filiation maternelle et qui consacre l'égalité entre les parents, et ce, durant la vie commune et après la séparation. Alors, l'analyse d'Émilie montre que cette réalité juridique n'est pas purement formelle, puisqu'elle s'incarne dans le quotidien des couples de mères qui, pendant la vie commune, vont tendre à construire une parentalité relativement égalitaire qui est marquée par une volonté partagée d'engagement et de répartition des responsabilités. Alors, ce faisant, et je te cite ici, Émilie, ces couples manifestent leur prise de distance à l'égard des normes et des pratiques hétérosexistes qui assignent les femmes au travail domestique et reproductif et valorisent les pères en tant qu'auxiliaires volontaires de leurs conjoints. Alors, cette égalité, cependant, cette égalité juridique coexiste avec des hiérarchies implicites qui confèrent une légitimité particulière à la mère qui a donné naissance, comme on verra dans quelques instants. Donc, c'est mon deuxième point. Donc, l'analyse d'Émilie montre que malgré l'égalité des parents qui est reconnue par le droit, la biologie continue de jouer un rôle qui est central dans la manière dont sont perçues, vécues et reconnues la maternité et la parentalité homosexuelle. Et cette influence, à la lecture du chapitre, on peut voir qu'elle se manifeste à plusieurs niveaux. Premièrement, dans les interactions sociales, avec la persistance de la question qui est la vraie mère, en guillemets, dans les institutions qui peinent parfois à reconnaître pleinement la double maternité, comme l'illustrait Émilie avec les formulaires gouvernementaux, qui peinent encore à reconnaître là, deux mères ou deux pères, et dans les raisonnements juridiques, comme on le verra à mon quatrième point. Donc, la biologie, comme je disais tout à l'heure, la biologie agit comme une norme implicite, silencieuse, presque naturalisée et donc particulièrement difficile à déconstruire. Et c'est dans ce contexte que les séparations conjugales prennent une importance analytique particulière, objet de mon troisième point. Alors, ton chapitre, Émilie, met en évidence un contraste très net entre, d'une part, des séparations qui sont généralement harmonieuses et, d'autre part, des situations conflictuelles où les tensions entre la biologie et la volonté, donc la volonté d'être parent, de devenir parent, deviennent encore plus visibles. Alors, dans la majorité des cas qui sont présentés dans ton chapitre 5, tu soulignes que les séparations donnent lieu à des arrangements consensuels où la garde partagée, la modalité de garde qui est mise en place suivant les recommandations des professionnels, soit des médiatrices ou des avocates ou avocats médiateurs, donc selon les professionnels qui sont consultés par les mères qui se séparent. Alors, ces situations, à mon sens, contribuent à l'image de séparation modèle, en guillemets, qui semble confirmer l'effectivité de l'égalité entre parents de même sexe. Toutefois, c'est un tableau, en fait, ce tableau dit parfait change dès lors que le conflit émerge. Et dans ces situations conflictuelles, le modèle hétéronormé se réactive. Alors, représentés ou assistés par des médiatrices et des juristes qui ont forgé leur pratique professionnelle à partir des couples de sexes différents, la mère qui a donné naissance tend à revendiquer la garde exclusive, tandis que son ex-conjoint, donc celle qui n'a pas porté l'enfant, met de l'avant son implication dans le projet parental et dans les soins de l'enfant pour justifier une garde partagée. Donc, on voit ici, intéressant, le parallèle avec les couples hétérosexuels.
Donc, l'équilibre ou l'égalité est ici rompu, laissant place à une asymétrie qui joue au détriment de la mère qui n'a pas accouché. On pourrait ainsi dire que le conflit parental au sujet de la garde agit comme un révélateur dans le sens où il ne crée pas les inégalités, mais il les rend visibles. Plus encore, il met au jour la persistance de logiques hétéronormatives qui, en temps de paix, peuvent rester relativement invisibles. Et ce constat me conduit naturellement à interroger, dans le cadre de mon 4e point, le rôle des institutions et particulièrement celui des tribunaux. Alors, ton chapitre montre bien leur caractère ambivalent. D'un côté, les tribunaux reconnaissent pleinement l'homoparentalité, les tribunaux valident le projet parental et ils affirment le principe d'égalité entre les parents de même sexe. Par conséquent, donc, ils vont contribuer à la transformation du droit de la filiation. Mais de l'autre, certains raisonnements judiciaires, c'est assez intéressant si vous en prenez connaissance, donc certains raisonnements judiciaires vont rester marqués par des catégories plus traditionnelles. Donc, la biologie continue d'y apparaître comme un référent important, parfois implicite, et on observe même dans certains cas une forme de paternalisation de la mère non gestatrice. J'ai un exemple en tête, en fait, qui est cité par Émilie, où on dit que la mère, on la compare un peu au père, tu sais. Donc, on dit que c'est un peu le modèle paternel, le modèle du père dans le couple, où elle aime bien jouer au hockey, et etc., etc. Donc, ça suggère que le droit, même lorsqu'il est progressiste dans ses énoncés, reste traversé quand même par des schèmes hétérocentrés. Alors, pour conclure, je dirais que ce chapitre 5 apporte une contribution importante aux connaissances en matière familiale et conjugale en montrant que l'égalité juridique ne suffit pas à transformer en profondeur les rapports de parenté et que ces rapports de parenté, donc, restent structurés par la norme procréative et les normes sociales. Donc, ce qui en fait, à mon sens, un texte qui est particulièrement utile pour penser les limites du droit comme outil d'égalité réelle. Donc, à partir de ces éléments et du dialogue là, que le chapitre permet d'établir entre les normes juridiques et les normes sociales, j'ai choisi de poser 4 questions à Émilie qu'on vous projette à la diapo. Donc, je lis les questions et puis Émilie, je laisse Émilie les répondre par la suite. Donc, sur le rôle du droit, est-ce que le droit québécois, a un effet transformateur profond, selon toi, sur les normes de parentalité ou plutôt est-ce qu'il agit surtout comme un cadre formel qui coexiste avec des logiques sociales qui sont plus résistantes? Ensuite, sur le référent biologique, est-ce que, en fait, comment tu expliques la persistance qui est aussi forte au référent biologique? Est-ce que c'est une norme en transformation ou une structure qui est relativement stable? Sur le traitement des séparations par les institutions judiciaires, est-ce que on peut dire que les situations de conflit qui révèlent des hiérarchies, comme on vient de le mentionner, donc qui restent invisibles dans les séparations, peut-on dire que les situations de conflit révèlent des hiérarchies qui restent invisibles dans les situations plus consensuelles? Donc, la paternalisation de la mère non gestatrice, est-ce que c'est donc une stratégie transitoire du droit pour intégrer ces familles ou plutôt un signe de ses limites, donc ces limites structurelles du droit? Et enfin, sur la classe sociale, parce que ça, c'est quand même très intéressant, dans quelle mesure les résultats seraient-ils différents dans des contextes sociaux plus précaires? Est-ce que la coparentalité égalitaire est au moins en partie une coparentalité de classe? Alors, voilà les questions que je te soumets. Parfait, merci beaucoup. On est bien sur le temps là. Oui, ça fait beaucoup de questions à répondre en disons 15 minutes maximum pour laisser le temps. Avec, oui, non, mais je vais faire moins. Ah, bah, parfait. Je dis ça. Je fais des fausses promesses, peut-être pas trop m'engager, mais non, je vais essayer de laisser du temps pour la salle, commencer à réfléchir à vos questions, y compris en ligne. Merci beaucoup, Joanne, pour cette discussion et pour ces questions qui me permettent d'aborder différents enjeux et je l'espère pour la salle aussi rendre peut-être plus clair ce chapitre 5 que j'avais pas vraiment présenté précédemment. Voilà, donc je vais peut-être commencer par la dernière question, en fait, cette question de la classe sociale, parce que en fait, elle est centrale dans mes travaux depuis le début, hein, y compris à l'époque où je travaillais sur les
les couples de sexes différents. Et je travaillais évidemment sur ce que devient cette norme de coparentalité dans le cadre des couples de sexes différents. Et je montrais déjà à ce moment-là, mais je suis évidemment pas la seule à faire cela, hein, c'est démontré dans pas mal de contextes nationaux, hein, le fait que la norme de coparentalité, en réalité, elle est assez floue, hein, si on veut l'énoncer de la manière la plus simple, c'est l'intérêt qu'aurait l'enfant à avoir le plus de contact possible avec ses deux parents une fois que ceux-ci ne vivent plus ensemble. Alors, dans les représentations largement partagées au Québec, la garde partagée, c'est-à-dire le partage du temps quotidien de l'enfant entre les deux parents, apparaît comme une forme d'idéal de coparentalité. Ça serait la forme la plus achevée de cette coparentalité. En réalité, quand bien même au Québec, les taux de garde partagée sont plus élevés que dans beaucoup de contextes, on peut continuer à repérer qu'il y a des différences de classe significatives. Qu'on a d'autant plus de chances de mettre en place une garde partagée pour son ou ses enfants que les deux parents sont actifs sur le marché du travail. L'activité féminine, en particulier maternelle, est un facteur très important qui amène, en cas d'inactivité, vers une garde exclusive ou qui amène vers une garde partagée au cas où la femme est effectivement active sur le marché du travail. Et puis, d'autre part, des parents qui ont des niveaux de revenus, disons, dans la moyenne ou au-dessus de la moyenne. Alors, évidemment, c'est pas le seul facteur qui joue, hein. La proximité des domiciles, en particulier quand les enfants sont scolarisés, est un facteur important. Et il peut y avoir aussi, dans les contextes qui valorisent très fortement la garde partagée, des limites mises aux trajectoires post-séparation des parents en termes de mobilité qui peuvent aussi être questionnés. L'autre élément très important du privilège donné à la garde partagée par les tribunaux, c'est la question de la longue invisibilisation des violences intrafamiliales, qu'elles soient conjugales ou envers les parents. Et les difficultés en particulier que pose ce mode de résidence avec des violences qui peuvent persister après la séparation et s'exercer, en particulier quand il y a ce qu'on appelle le passage de bras au Québec. Donc, j'ai fait ce petit détour par les séparations majoritaires, hein, pour dire que ces enjeux de classe, en fait, ils sont présents dans l'ensemble des configurations parentales et que c'est donc pas étonnant qu'on les voit jouer aussi dans les couples de même sexe, même s'ils jouent de manière différente, parce que ces couples ont en moyenne des positions socio-économiques plus élevées que les couples de sexe différents, du fait notamment des conditions d'accès à la PMA qui restent sélectifs socialement et économiquement, même si c'est moins coûteux qu'au Chili de faire une PMA au Québec, évidemment. Et donc, je donne un certain nombre d'exemples dans le livre du fait qu'avoir un emploi du temps professionnel souple, hein, je prends l'exemple d'un chercheur, par exemple, qui peut se déplacer à Montréal alors qu'il habite en banlieue quand il faut changer de maison, hein, ce qui, évidemment, quand on est ouvrier posté et qu'on travaille de nuit, est un tout petit peu plus compliqué, hein. Donc, quand on raisonne sur ces questions de coparentalité, il faut avoir en tête il y a un implicite de classe et il y a aussi un implicite probablement lié à des conceptions des rôles parentaux qui sont aussi inscrits diversement dans les différentes sociétés selon les origines des personnes considérées. Mais ce que je mets surtout en avant dans le livre, c'est à quel point le genre pèse sur ces arrangements coparentaux. En fait, si je me suis centrée sur les couples de mères qui se séparent, c'est parce que c'était les plus nombreuses parmi celles que j'ai rencontrées. En fait, je n'ai rencontré que 2 hommes qui ont bien voulu répondre à notre appel et qui s'étaient séparés d'un homme. Mais il se trouve que par les hasards de l'enquête, ces 2 hommes avaient été en couple. On les a rencontrés séparément, mais ils avaient été ensemble, ils avaient adopté un enfant ensemble. Donc finalement, ça nous fait un seul couple, ce qui est intéressant parce que ça permet de croiser leurs points de vue sans qu'ils se soient concertés, mais limite quand même l'étendue de ce qu'on peut dire sur les hommes, enfin les pères gays qui se séparent. Bon, donc je me suis centrée sur les couples de mères et le fait qu'elles soient des femmes, en fait, et la socialisation féminine à la maternité, et en particulier au travail maternel, à la maternité quotidienne, est forte et explique en particulier la manière dont elles s'investissent toutes les deux auprès de l'enfant quand elles vivent ensemble, y compris celle qui ne porte pas l'enfant, par exemple, qui va aux rendez-vous médicaux, qui cherche à partager une partie du congé parental. Donc on a ce que certaines auteurs, autrices appellent
parentalité intensive, on la voit particulièrement dans ces couples de femmes, et ce d'autant plus qu'elles sont des femmes et des phases de classe moyenne où on valorise la transmission du capital culturel, enfin bref, etc. etc. Alors ça ne veut pas dire, attention, que ça joue systématiquement, hein. Il y a aussi des cas où la coparentalité sous la forme d'une garde partagée ne se met pas en place. Y compris pour des raisons du coup très liées à certaines fractions des classes supérieures. Hein, de la même manière que j'avais pu observer en France en 2009 ou 2010 un père dentiste qui disait, alors même que la mère de son fils lui disait s'il te plaît accepte une garde partagée, j'en ai besoin, ton fils le demande et tout, puis qui disait moi je suis dentiste, j'ai pas le temps. Eh bien, j'ai rencontré aussi au Québec une femme médecin qui disait non, moi j'ai pas le temps, hein, donc ma vie professionnelle est trop prenante. Donc parfois on voit des réalignements sur des formes de division genrée du travail parental qui existent dans les couples de même sexe aussi, même s'ils sont moins fréquents et moins répandus. Alors pour répondre aux questions suivantes, sur la question du rôle du droit, est-ce que le droit québécois a un effet transformateur, ou le droit de la famille en général, hein, a un effet transformateur profond sur les normes de parentalité, ou agit-il surtout comme un cadre formel qui coexiste avec des logiques sociales plus résistantes? Je réponds ni oui ni non à une telle question. Ça nous met sur une voie de réflexion, mais clairement, c'est pas aussi tranché que cela. Ce qui est sûr, c'est que sans droit, au pluriel, ancré dans le droit, donc les normes juridiques, le droit positif, la vie quotidienne est beaucoup plus marquée par des formes d'ostracisation, de déni, de non-reconnaissance. Hein, typiquement, c'est pas parce qu'on permet à des personnes étrangères, par exemple, d'avoir un titre de séjour légal sur le territoire qu'elles vont devenir les égales des personnes citoyennes sur le territoire, mais en tout cas, si elles sont sans papier, ça va être pire. Hein. Voilà, et c'est un peu les mêmes choses que l'on voit s'agissant des personnes LGBT et du droit de la famille. Donc, en gros, il faut pas trop demander au droit. Hein, mais le droit, au moins, il permet d'avoir des instances de recours. Hein, voilà, typiquement, c'est ce que j'analyse dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2, on a des cas où il y a ce que j'appelle une asymétrie parentale. Une mère a un statut juridique, l'autre n'en a pas, au sens de la filiation. Comment vous faites pour saisir un tribunal quand vous n'avez pas de lien de filiation établi avec un enfant? On peut trouver des voies, hein, ça existe, mais c'est beaucoup plus compliqué que si vous avez un lien juridique de filiation. D'accord? Donc le droit peut aussi être protecteur. Il sécurise les trajectoires, comme je disais dans mon introduction tout à l'heure. Il donne une voie de recours. Une fois qu'on a dit cela, on a quand même en tête, d'une part, toutes les difficultés d'accès au droit et à la justice. Et là, on retrouve les questions de classe que j'évoquais tout à l'heure. Et on a en tête le fait que, même au Québec, entre guillemets, donc où on a ce droit inclusif, hein, dans lequel, par différence avec la France, par exemple, c'était ma diapo de résultat que j'ai pas eu le temps de présenter tout à l'heure. En France, quand on reconnaît des droits aux personnes LGBT, on les reconnaît comme des exceptions intrinsèquement différentes du droit majoritaire. Au Québec, on est plutôt dans une perspective d'élargir le cadre majoritaire. Hein, et ça, c'est plutôt mieux au sens de l'inclusion. Hein, parce qu'on n'est pas toujours à revendiquer des droits spécifiques. On est inclus dans une forme de majorité juridique. Mais effectivement, être inclus dans cette forme de majorité juridique, ça ne veut pas dire que la présomption d'hétérosexualité a disparu. Elle est très présente dans les interactions quotidiennes. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'exemple de la poussette et du parc, c'est pas un exemple français ou chilien, c'est un exemple qu'on a pris au Québec, hein, d'une mère québécoise. Et puis par ailleurs, les institutions, en fait, dans leur diversité, hein, depuis le médecin jusqu'à l'école, en passant par le service de l'état civil, en fait, ont du mal de se défaire de normes secondaires d'application hétéronormatives. Il ne suffit pas de changer le code civil, autrement dit, pour enlever toute hétéronormativité au droit, et typiquement la question des formulaires genrés, hein, au CPE ou dans les formulaires de pension alimentaire. Il a fallu attendre 20 ans, 2022, la loi 12, donc 20 ans après la loi 2 de 2002, qui permet la double filiation dès la naissance, pour qu'il y ait une loi qui dise on en arrête avec ça. Hein, et on voit aussi comment les transformations plus larges, que j'ai peu évoquées, mais du système économique, l'augmentation des inégalités économiques pèse aussi sur les inégalités devant la justice, mais typiquement la privatisation d'un certain nombre de services publics limite aussi la capacité de l'État à peser sur les entreprises privées qui fournissent les services. Je vous donne un exemple, que moi je fréquente depuis longtemps, les formulaires de fixation de pension alimentaire. En fait, ce sont des entreprises qui élaborent les logiciels
sur lesquels les avocates, les médiatrices calculent les pensions alimentaires. Et donc, moi, j'avais des liens assez importants avec la direction des orientations et politiques au ministère de la Justice du Québec en 2019-2020, qui me disaient, mais on sait très bien que ça ne va pas, ces formulaires. Ça fait des années qu'on nous le dit, on le sait. Mais la question, c'est comment on contraint des entreprises privées à changer leur logiciel. Et donc, il a fallu passer par une loi, puis passer par une loi, ça prend du temps, etc. etc. Hein, donc, on voit comment il y a différents facteurs dans la société, y compris très macro, liés aux structures politiques, liées aux structures économiques, qui peuvent faire persister ces logiques hétéronormatives. 2 minutes. Du coup, je pense que sur la question 3, le traitement des séparations par les institutions judiciaires, je vais m'arrêter un instant sur le fait que dans les interactions quotidiennes, mais aussi parfois devant les tribunaux, les mères qui n'ont pas accouché, leur rôle peut être construit par analogie avec le rôle paternel. Ça, c'est vraiment très important. Ça renvoie vraiment à la structure hétéronormative de la parenté, en fait. En fait, on a beaucoup de mal à penser à un rôle parental qui soit ni paternel, ni fondé sur l'accouchement. Si c'est pas l'un, si c'est pas l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On n'y arrive pas, en fait. Et en fait, il me semble que le système juridique québécois, dans son inspiration common law, là, le fait de devoir citer de la jurisprudence pour adosser le raisonnement, que les juges doivent asseoir leur raisonnement sur de la jurisprudence, en fait, ça produit de l'inertie. C'est-à-dire que par définition, la jurisprudence de la Cour d'appel du Québec dans ces matières, elle est surtout construite à partir des couples de sexe différents. Hein. Et donc, les avocates et les avocats, quand ils vont chercher de la jurisprudence, ils se tombent, entre guillemets, sur de la jurisprudence portant sur les couples de sexe différents. Et donc, où l'enjeu, c'est des conflits entre père et mère. Donc, ils tombent sur des droits des pères et ils vont les appliquer par analogie aux droits des mères qui n'ont pas accouché. Donc, on voit ici, c'est qu'une partie de l'explication de la réponse à ta question, mais j'ai plus beaucoup de temps. Hein. Et c'était pour dire qu'en fait, parfois, il faut aller regarder assez finement dans l'organisation du champ juridique, dans les modes de raisonnement des juges, dont j'ai très peu parlé aujourd'hui, mais qui sont quand même essentiels pour comprendre comment l'hétéronormativité, elle peut persister. Et donc, ça nous renvoie à la question 2 sur le référent biologique. Il me semble qu'en fait, les mouvements LGBT ont revendiquant, alors une partie en tout cas, ceux qui étaient le plus écoutés par les autorités. Hein. Évidemment, il y a des mouvements queer qui ont beaucoup critiqué cela, mais ceux qui ont joué le jeu des institutions, en fait, ont été surtout dans une logique de reconnaître des droits. Et en particulier, des droits qui soient l'extension du cadre majoritaire. Et j'ai dit, sur le principe, c'est plutôt bien. Sauf que du coup, ils n'ont pas forcément mis l'accent sur la déconstruction des normes non juridiques, et notamment des normes corporelles dans l'hétéronormativité. C'est pour ça que j'ai mes fameux 7 piliers qui sont un peu longs, mais les 2 piliers relatifs au corps, ils sont importants. Ils sont en partie juridicisés. Hein, bien sûr, le sexe qu'on nous attribue à la naissance, on le fait presque toujours en fonction de l'apparence de notre anatomie génitale, mais ils ne sont pas que juridicisés. D'accord ? Et donc, c'est important, il me semble, de poursuivre cette réflexion avec le droit, mais aussi au-delà du droit, notamment sur les enjeux corporels, puisque aujourd'hui, un des grands enjeux, c'est la parentalité des personnes trans. Hein, et donc, ces questions corporelles, elles deviennent au centre de l'agenda. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup, Joanne.